Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. La Belle et la Bête du dessinateur Jules est sortie il y a quelques jours après les controverses auprès de l'Éducation nationale. Eh bien, nous vous proposons de revoir cet entretien. Ce sera dans la première partie de notre émission. Et si l'intelligence artificielle changeait totalement le métier d'illustrateur? Notre invité est parti à la rencontre de plusieurs d'entre eux pour comprendre justement ce bouleversement. On en parle avec elle en seconde partie de notre émission. Dans son panorama, Charles Adélaïde reviendra sur le succès toujours d'actualité de Petit Ours Brun. On se souvient tous évidemment de lui à l'occasion des 50 ans du personnage culte de notre enfance. Mais tout de suite place à l'actu avec Charlie. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la deuxième et dernière journée du brevet des collèges aujourd'hui. Après le français et les mathématiques, les élèves de 3e ont passé les épreuves de sciences en ce vendredi 27 juin. Au programme également histoire, géographie et enseignement moral et civique. 2 matières notées séparément cette année. C'est une nouveauté afin de valoriser davantage l'EMC, enseignement moral et civique, donc, qui aborde le droit de vote, l'engagement citoyen, la laïcité, le fonctionnement de la Ve République ou les discriminations. Une matière que les élèves apprécient particulièrement pour sa dimension concrète. C'est aussi une boîte à outils précieuse pour comprendre l'actualité. Écoutez ces élèves au micro de Noémie Bonin sur France Info. Ça nous concerne vraiment dans la vie de tous les jours, alors que par exemple physique-chimie, si on ne fait pas des études là-dessus, ce ne sera pas non plus hyper utile. En fait, ça reste comprendre comment la société elle s'est construite. Enfin, genre, on a vu comment certaines lois avaient été faites, tout le chemin qu'il y a eu pour finalement l'avoir, et donc ça permet de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a ça, quoi. Ces cours d'enseignement moral et civique permettent également aux élèves de débattre entre eux, encadrés par leurs professeurs, et c'est ce qui leur plaît. En fait, même s'il y a certaines personnes, je pense, qui s'informent, enfin, par exemple, moi, je me tiens un peu au courant de l'actualité et tout, c'est aussi bien d'avoir genre un autre point de vue, enfin, d'en discuter avec les autres, et même que le prof en parle, lui, enfin, je trouve que c'est bien. Un enseignement qui va être remodelé ces prochains mois. De nouveaux programmes se mettent en place petit à petit. Mais le renforcement de cette matière voulu par Emmanuel Macron, qui souhaitait doubler les heures de cours d'enseignement moral et civique, ce n'est pourtant pas à l'ordre du jour. Avant de passer à la suite du journal, on rappelle les dates des résultats du brevet des collèges. Ils seront dévoilés entre le lundi 7 et le jeudi 10 juillet. La suite du journal, justement, alors que l'année scolaire est en train de s'achever, c'est l'heure d'un premier bilan pour la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, 6e locataire de la rue de Grenelle depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. Ce bilan, la ministre en a fait part au journal Ouest France dans un entretien fleuve où elle évoque les événements qui sont venus secouer son début de mandat, le cyclone Chido à Mayotte, l'affaire Betaram et la vague de témoignages qui l'accompagnent, ou encore les violences dans les écoles avec cette multiplication des attaques au couteau. Elisabeth Borne est revenue sur l'intensification des fouilles des sacs qu'elle a permises dans les établissements scolaires. 6000 opérations menées par les forces de l'ordre depuis avril, 200 couteaux retrouvés. Et sur le volet de la santé mentale, son combat continue, dit-elle, dans le sens d'un renforcement de la présence de médecins scolaires, en agissant notamment au niveau de l'attractivité de la fonction. Près de 50% des postes sont vacants, rappelle-t-elle, mais aussi, et c'est un cheval de bataille de son mandat, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais ce n'est pas encore fait, loin de là. Elle dit qu'avec une quinzaine de ministres européens de l'éducation et du numérique, nous plaidons auprès de la Commission européenne pour interdire les réseaux sociaux. Pour les moins de 15 ans, il faut arrêter l'exposition au contenu hyper violent. Les plateformes doivent prendre leurs responsabilités. Fin de citation. Et en guise de prévention, cette série Adolescence qui pourra être montrée en classe pour débattre des risques liés aux réseaux sociaux suite à l'obtention d'un accord avec les producteurs. Un premier bilan ou plutôt des chantiers en cours, dirons-nous, et beaucoup d'autres à venir comme la formation des enseignants avec une réforme à venir au printemps 2026, les 40 ans du bac pro et la transformation de la carte des formations ou encore une évaluation des zones d'éducation prioritaires. Pas de grand chambardement donc, mais je cite une volonté de tirer le niveau des élèves vers le haut.
À peine revenu, déjà reparti. Amine Morito, l'influenceur qui s'est fait connaître en 2016 à travers des contenus sexistes, est réapparu sur les réseaux sociaux après 8 ans d'absence, mais pour une courte durée. 135 000 abonnés sur Instagram, 60 000 abonnés sur TikTok depuis une semaine. Dans ses vidéos, il multipliait les canulars auprès des gens dans la rue, mais le dernier en date, c'était celui de trop, des simulations de piqûres sur des passants avec des fausses seringues, des vidéos qu'il a partagées en amont de la fête de la musique la semaine dernière. Et on le rappelle, 145 personnes ont réellement été piquées. Face aux nombreux témoignages, Arthur Delaporte, député socialiste et président de la commission TikTok à l'Assemblée nationale, a alerté la plateforme chinoise, laquelle a banni le compte de l'influenceur mardi dernier. Selon l'élu du PS au micro de France Inter ce matin, il y a un vrai problème de modération de la part des plateformes. On l'écoute. Le problème, c'est que des personnes individuelles avaient, elles, demandé une modération des contenus et que les contenus n'avaient pas été modérés. Ce qui, pour le coup, révèle bien une des problématiques majeures de TikTok, c'est les lacunes dans la politique de modération. C'est pas aux parlementaires, c'est pas aux ministres de se transformer en modérateurs du web. Il faut savoir que la plupart des contenus signalés sont modérés par de l'intelligence artificielle. Il y a des humains aussi, mais ces humains travaillent dans de très mauvaises conditions, ce qui fait que le travail, globalement, n'est pas si bien fait. Et cette suspension de compte est intervenue 2 semaines après les auditions d'influenceurs à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête sur les effets de TikTok sur les mineurs. Enfin, le week-end approche à grands pas. Ne ratez pas la fête du cinéma. Top départ ce dimanche. Pendant 4 jours, vous pourrez profiter de petits prix pour vous réfugier dans les salles obscures avec ces fortes chaleurs. Tarif unique de 5 € la séance pour aller voir en famille ces films qui sont à l'affiche en ce moment. Maya, donne-moi un autre titre. Ce sont les aventures loufoque et déjantée signée Michel Gondry qui continue de raconter des histoires à sa fille à travers des dessins animés, mais aussi Amélie et la métaphysique des tubes basée sur le roman d'Amélie Nothomb, on en a déjà parlé, le dernier né des studios Pixar, Elio, ou encore, si vous ne les avez pas encore vus, Dragon, Lilo et Stitch, les 2 live action qui ont cartonné ces derniers temps. Il y en a pour tous les goûts. Voilà pour le journal de ce vendredi. Bonjour Jules, je suis ravie de vous recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous doit beaucoup de succès, de nombreux succès, entre autres Silex in the City, enfin End the City, ou encore Les Aventures de Lucky Luke. Également celui-ci, cette petite perle qui vient de sortir. Ouh là là, j'ai hâte de vous en parler. C'est pas tout à fait l'objet de notre discussion aujourd'hui, mais finalement, quoique. 30 millions d'orgasmes, la vie sexuelle des animaux, dessin de Jules et texte de Mine, le livre que les animaux ont voulu interdire, je confirme, Rocher et Robert Laffont, bien entendu. On va en dire quelques mots à la fin de notre entretien, mais parlons quand même de cette épopée, cette histoire aussi folle que triste, je me permets de le dire comme ça, celle d'un conte qu'on vous propose donc de revisiter, d'illustrer dans le cadre de l'opération Un livre pour les vacances, qui vise donc à offrir aux élèves de CM2 un livre pour les vacances avant l'entrée au collège. Et donc tout commence avec cette commande, une commande avec donc cette illustration nouvelle que vous proposez, donc une sorte de réécriture un peu du conte, du moins, avec ce côté féerique que vous conservez. Et tout cela avec la valse des ministres qu'on connaît, puisqu'il y en a eu quelques-uns, en éducation notamment, donc Nicole Belloubet, Anne Genetet, Elisabeth Borne, et tout cela, donc, qui se passe merveilleusement bien au début. Oui, et c'est une opération qui existe depuis Blanquer, en fait. Donc, chaque année, tous les lycéens de CM2 et une cohorte pas de lycéens, bien sûr, d'écoliers, une cohorte, c'est à peu près 900 000 élèves. Donc, rendez-vous compte, c'est un tirage considérable. Et évidemment, toutes les familles n'ont pas de livres chez eux, ne fréquentent pas forcément les librairies ou les bibliothèques. Et c'est une façon, en fait, de rendre accessibles des classiques, des grands classiques, du patrimoine qu'on aime tous. Il y a eu Homère, il y a eu La Fontaine, il y a eu Giono auparavant. Et cette année-là, quand on m'a proposé d'illustrer à mon tour un classique, il s'agissait de La Belle et la Bête. Et alors je passais après plein d'autres dessinatrices et dessinateurs très chouettes, et j'étais très content d'embarquer dans cette aventure, d'autant que voilà, c'est une belle idée, très républicaine, cette idée de promouvoir cette espèce de culture commune
qu'on perd un petit peu, hein, avec la segmentation des écrans, avec le fait qu'on lise de moins en moins. Et donc, je m'engage dans cette aventure. Mais plutôt positif. Déjà, La Belle et la Bête, ça vous parle ou pas comme... Oui, et puis c'est-à-dire que j'aurais pu tomber sur quelque chose de plus difficile à illustrer. Là, c'est très amusant, parce qu'évidemment, il y a des personnages hauts en couleur. Il y a un monstre pour un dessinateur, c'est formidable. On se dit, à quoi va ressembler la bête? Et alors, le texte, c'est un texte qu'on n'a absolument pas changé. On n'a pas réécrit le conte, on l'a illustré. Et en fait, c'est le texte du XVIIIe siècle, de l'autrice de l'époque, qui s'appelle Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Alors, la plupart du temps, on ne sait pas hein, que c'est un texte qui est écrit par une femme. Je souvent... me permets juste d'ajouter, j'ai dit un peu réécriture parce qu'on a tendance, assez souvent et malheureusement, à occulter un peu ou diminuer le travail des dessinateurs. Or, il est tout aussi important que le travail des auteurs, et d'autant plus que et on le verrait aussi dans cet ouvrage-là, lorsque vous illustrez, évidemment, il y a à la fois le dessin, mais une portée. Ça apporte quelque chose. Et ça donne aussi comme une espèce de petite fenêtre ouverte sur quelque chose qui pourrait impressionner. Parce qu'un gamin de 11 ans, à moins qu'il soit dans les beaux quartiers de Paris, il ne va pas forcément vers un texte du XVIIIe siècle. Non. Pour autant, et là on était bien tombé cette année, parce que la langue est très très claire, très limpide. Il n'y a pas besoin de faire des petites notes en bas de page pour expliquer tel ou tel terme. Vraiment, c'est quelque chose d'accessible. Et on connaît bien sûr l'histoire de La Belle et la Bête, parce qu'il y a eu, Cocteau d'abord, et puis évidemment Disney. Et donc les jeunes générations connaissent surtout le grand dessin animé de Disney. Et me voilà en train d'illustrer ce texte très fidèlement, d'une certaine façon, mais avec ce petit twist, cette petite différence qu'il y a des allusions à notre monde contemporain. Mais c'est pour ça qu'on vient vous chercher, Jules, aussi. Parce que moi, mon travail, c'est un travail un petit peu justement où il y a de l'ironie, de l'espièglerie, où on mélange un peu les genres. Silex and the City, on parle d'aujourd'hui en peau de bête, hein, c'est des hommes en 40 000 avant Jésus-Christ. Lucky Luke, il y a des problématiques qui font encore écho avec notre époque, même si on est à la fin du 19e. Ces allers-retours-là, ils me sont très familiers et ça marche très bien. C'est assez populaire. Et donc, c'est ce qu'on voulait. Et puis, évidemment, l'humour, c'est quelque chose qui permet de tout faire passer. C'est un peu une baguette magique. Donc, on fait ça tous ensemble, tout le monde est très très content. Donc, attendez, c'est important de le dire. Donc, ça veut dire que les cabinets des différents ministres qui se succèdent sont tous au courant. Me commandent le livre, le suivent et sont ravis de tout ça. On fait quelques navettes, quelques échanges. Alors les sœurs méchantes, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, c'est la Belle, elle a 2 sœurs qui sont méchantes et elle va pour sauver son père, se donner à la malédiction de la Bête. Et ces 2 sœurs, je les dessine vraiment moches et déprimantes. On me demande quelques petites modifications, tout va bien. Et c'est en fait à la veille de l'impression de ces 900 000 exemplaires que tout d'un coup, patatras, on nous signifie l'abandon et la censure de ce bouquin, l'abandon de l'opération. Tout le monde tombe des nues, alors qu'il y avait eu une préface dithyrambique. J'allais y venir. Ouais. Elisabeth Borne écrit « C'est extraordinaire, quel génie, c'est formidable, il y a un peu de la modernité, c'est rigolo, on va découvrir ce texte, c'est beau ». Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. S'il y a eu préface, ça veut dire qu'il y a eu lecture déjà. Alors il y a eu lecture et on sait bien. À la fois des textes et des dessins. On sait bien, dans la vie politique trépidante, que les gens n'écrivent pas leur propre discours, que les gens n'écrivent pas leurs propres réformes. Ils se contentent de les valider, de les signer, et c'est d'une certaine façon presque naturel. Mais quelque chose qui est tiré 1 million d'exemplaires, évidemment, on considère que ça vaut bien 2 minutes de lecture ou de relecture de la part des concernés. D'ailleurs, on peut espérer que Elisabeth Borne, faute de l'avoir écrite, a lu sa propre préface. Mais tout à coup, la voilà en porte-à-faux avec son administration et on ne sait pas exactement à quel moment ça a décroché, mais ça a été un fiasco considérable et c'est quelque chose de regrettable. Ah bah c'est plus que regrettable, oui. Alors, on va parler effectivement de ce qui fâche. Peut-être déjà, on commence par la couve, parce que j'ai vu que France Info, mes collaborateurs, mes comparses de France Info, ont eu la chance d'avoir un exemplaire. En tout cas, ils se l'ont procuré, ils ont avoué. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Mais donc, si je me réfère à ce qu'ils disent, la couverture, donc, on découvre l'illustration une couverture jaune, de la fameuse bête, sorte de créature poilue, noire, aux yeux jaunes, qui porte des bottines bleues, prend la pose toute dans dehors, se fait un petit selfie. On voit bien donc les codes actuels évidemment, avec le smartphone de Belle, qui est une jeune fille aux yeux et aux cheveux noirs, en basket, qui fait un V avec un doigt. Je le fais comme ça, mais je ne sais pas si c'est ça. Et qui, en tout cas, se retrouve pas dans les codes classiques de la petite princesse avec les cheveux lisses, blonds et les yeux bleus. Voilà, et c'est des codes classiques relatifs d'une certaine façon. Mais ce qui est intéressant dans La Belle et la Bête, et j'ai pas du tout voulu distordre le texte d'origine, il n'y a pas de description.
On ne dit pas déjà dans quel pays on est, on ne dit pas à quelle époque on est, hein, dans le texte, mais on ne dit pas aussi à quoi ressemble la belle. Il y a des contes où c'est très important. Blanche-Neige, elle a la peau blanche comme la neige, les cheveux noirs comme l'ébène, etc., les lèvres rouges. Bon, il n'y a pas ça. Donc la belle, elle pourrait être comme on veut, hein. On est assez libre. La bête non plus, bizarrement, parce qu'on imagine toujours que c'est forcément une espèce de demi-loup, demi-chien, loup-garou, comme ça. En fait, la belle, ça pourrait être un asticot géant, ça pourrait être Pikachu, ça pourrait être n'importe quoi. En fait, ou voilà, un extraterrestre ou un robot. Oui, mais il correspond à des codes de beauté, puisqu'elle s'appelle la bête. Elle fait peur, c'est un monstre. La bête, on l'entend respirer. Elle a des qualités morales, il y a des descriptions morales. La belle, elle est bonne, elle est courageuse. La bête, elle est profonde, elle est désespérée, mais elle fait peur. Mais c'est tout. Et donc, c'est génial pour un illustrateur. Et donc, moi, je m'en suis donné à cœur joie. Cette bête, justement, à la fois, elle fait peur, mais c'est un peu des personnages comme un monstre dans Miyazaki. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit côté mignon, malgré tout. C'est un peu comme... Vous connaissez les Barbapapa? Dans la série des enfants des Barbapapa, il y en a un qui n'est pas comme les autres parce qu'il est tout noir et tout poilu. Et c'est Barbouille, en fait. C'est l'artiste, hein, dans la famille. Et donc, c'est à mi-chemin entre Miyazaki et Barbouille dans Barbapapa. Et donc, tout ça est, je dirais, assez mignon. Une bête qu'on finit par aimer, puisque c'est aussi le conte, justement. Hein. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui était rigolo, c'est que quand, à la fin, la bête se transforme en prince charmant, a priori, voilà, il rentre dans les codes du conte à ce moment-là. J'ai décidé de faire un personnage de manga, en fait, un prince comme on trouve dans les mangas, c'est-à-dire assez lisse, assez stéréotypé, comme ça, avec un peu les cheveux en bataille et puis une peau parfaite. Et on se rend compte que le prince, quand il est devenu beau, peut-être qu'il est un petit peu, il est pas si beau que ça et qu'on préférait la bête, qui était beaucoup plus sympathique. Un peu trop lisse. Mais oui, voilà, moi je prêche pour ma paroisse. Regardez, je suis tout poilu comme la bête. Et vous regardez, mais voilà, vous avez les cheveux bruns comme la belle. L'histoire commence ce soir. Je sais pas, mais en tout cas la belle, elle a les cheveux un peu frisés, un peu qui correspondent pas. Donc on le disait au code, c'est ce que vous avez dit dans plusieurs interviews, hein, que j'ai relu. C'est pas la sortie de messe à Versailles. C'est sûr. Mais par contre, ça ressemble vraiment à la France telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire cette France voilà, qui a aussi un sud. Hein. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Un peu plus mat, mais c'est-à-dire on pourrait être à Montpellier, à Béziers ou à Marseille, et on pourrait être à Athènes, à Naples, à Alger, à Salonique. Et c'est ça qui coince ou pas alors? Premier argument. Non, mais alors c'est en fait ce livre qui est finalement en tout point, je dirais... inoffensif dans ses représentations, mignon, rigolo, facétieux, n'a comme grande différence par rapport aux représentations classiques qu'on avait eues jusqu'alors que, effectivement, le traitement de cette famille un peu héroïque, avec toutes sortes d'aventures, moins blond que d'habitude. Voilà. Et c'est vraiment triste d'imaginer que presque 1 million d'élèves vont être privés d'un bouquin pour des raisons obscures et flippantes, en fait. Donc, obscures et flippantes, et ce n'est pas la seule raison. Vient l'argument de l'âge. Je cite, les illustrations de La Belle et la Bête abordent des thématiques qui conviendraient à des élèves plus âgés, en fin de collège ou en début de lycée, tels que l'alcool, les réseaux sociaux ou encore des réalités sociales complexes. Oui, alors, en fait... ils évoquent les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a les 2 sœurs méchantes de La Belle qui... sont sur leur téléphone toute la journée. Alors que la belle, elle lit des livres, elle écoute de la musique, elle joue du clavecin. Donc en fait, vous rentrez dans les codes. Non, mais finalement, mais surtout le modèle qui est mis en avant pour ces enfants qui sont perpétuellement entourés de smartphones, c'est de dire que voilà, c'est-à-dire que les héros aujourd'hui, c'est ceux qui arrivent à faire un petit pas de côté et à sortir un petit peu de tout ça. Donc a priori, ça devrait aller dans le sens justement vertueux de dire que voilà, attendez, calmos sur les réseaux sociaux, évidemment. Première chose. Et ensuite, les réalités sociales complexes, c'est un terme qui veut un peu rien dire, c'est assez rigolo. C'est comme si on s'imaginait que les Dalton qui braquent les banques dans Lucky Luke, c'est une réalité sociale complexe, ou les Raptou, hein, dans Picsou, qui sont des gangsters, c'est une réalité sociale complexe. Est-ce que finalement l'alcool, avec le capitaine Haddock qui boit du whisky dans Tintin, c'est une réalité sociale complexe, ou Astérix et Obélix qui boivent de la cervoise, c'est une réalité sociale complexe? Alors peut-être. Mais ce qui voudrait dire, c'est ni Tintin, ni Astérix, ni Tommy Ungerer, hein, dans le géant de Zeralda, voilà, il y a des ivrognes qui dorment sur leur bouteille de vin, sur leur tonneau de vin, etc. Donc en fait, la suite qui nous attend, c'est ça? Ce sont que des livres à paraître avec plus d'alcool, plus de cigarettes, des filles qui effectivement lisent des bouquins uniquement et basta? Mais surtout, on a l'impression que c'est des espèces de prétextes bidons qui ridiculisent un peu les gens qui les mettent en avant parce que ça correspond à
rien ni du réel des enfants d'aujourd'hui, mais ni du réel des enfants de jamais, en fait. À aucun moment, l'enfance n'a été mise dans une espèce de Tupperware qui, tout d'un coup, la priverait de contact avec l'extérieur. Et précisément, les livres pour enfants et l'humour, ça leur permet justement d'affronter des choses qui les entourent, de découvrir le monde et, si possible, en plus, d'apprendre cette chose extraordinaire qui est l'ironie. Et l'ironie, c'est un trésor français. Il y a la langue du XVIIIe siècle. Il y a Jeanne-Marie, le prince de Beaumont et La Belle et la Bête. Ça, c'est un trésor français. Mais l'ironie aussi. Et d'ailleurs, cet humour-là, cet esprit, bon, c'est pas seulement Rabelais, c'est cet esprit fin du XVIIIe siècle, cet esprit du mot d'esprit, et cette chose-là qui fait que la France n'est pas tout à fait un pays comme les autres, mais qu'il y a justement une libre pensée, un goût de la discussion, de la contradiction, du débat politique. Tout ça, c'est hyper important, d'en donner les petites bases aux enfants. Puis vous donnez matière à rire, effectivement, quand on découvre l'illustration, ça encore, c'est les camarades de France Info qui balancent, si je puis dire, qui prend la pause, donc la famille en question qui prend la pause autour d'une voiture décapotable rose, garée sous un palmier, enfin le cliché total, les deux grandes filles qui se maquillent, portent des vêtements de la marque Moche et Gabbana, qui utilisent leur smartphone encore une fois, etc. et tout. Bon, on est vraiment dans le cliché total, donc ce sont des arguments, bon, est-ce que ce sont vraiment des arguments pour retoquer ce livre? On l'a compris, manifestement non. Mais là où on part sur un autre sujet, et là on va bien plus loin, c'est qu'on a été jusqu'à parler de racisme. Et j'y vais, on vous taxe en gros de racisme. Une source au sein du ministère citée par le magazine Marianne a cependant estimé que la représentation du père de la Belle, qui aurait pu être perçue comme nord-africain joli, parce que je cite, nord-africain, et ce livre à l'import de contrefaçon donc depuis l'Algérie, lui paraissait très problématique. On flirte, je cite toujours, avec une forme de racisme, quoi qu'en pense l'auteur, ou tout au moins avec des clichés. Bah ouais, en fait, c'est devant les contradictions d'Elisabeth Borne, le ridicule dans lequel ils se sont vautrés tous autant qu'ils étaient, ils ont essayé c'est de la communication politique, et on sait bien ça, d'inventer n'importe quoi. Et souvent, quand on essaye de patiner dans la purée comme ça, on va direct au pire. Et donc, on raconte n'importe quoi sur un livre. Et ce qui est bien, c'est que ce livre, il sort le 18 juin et il va se rendre justice lui-même. C'est-à-dire, ce livre qui est rigolo et où tout ce qui est raconté là, en fait, est tellement aberrant. C'est de l'ordre de la réalité alternative, comme aiment bien en faire les Américains. C'est-à-dire que c'est du délire interprétatif. Et quand on regarde ses dessins, on voit bien que je ne sais même pas de quoi il parle. Non seulement c'est déloyal, mais c'est répugnant. Et en fait, par ailleurs, les traitements médiatiques qui disent une source venant du ministère qu'on ne connaît pas, etc., c'est vraiment une façon juste d'avaler des espèces de prêt à consommer que donnent les services de communication du ministère à travers un journal qui est censé être un journal sérieux. Et puis, c'est triste dans la mesure où, en fait, le livre, il est pour tout le monde et il est très mignon et il dément la totalité de ce genre de délire. Donc, je peux rien dire d'autre que ça parce que c'est dommage. Et puis, ça n'honore pas ni les auteurs de cette communication, ni le ministère, ni les médias qui le relayent parce qu'on est dans une espèce de monde parallèle. Vous l'avez bien compris, qui est répugnant. Nous, on relaie pour d'autres raisons, bien au contraire, pour essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup il y a une controverse sur cette histoire. Cette censure, on a un peu de mal à la comprendre. En tout cas, je vais endosser ce rôle-là de dire que j'ai du mal à la comprendre. On parle clairement de censure, de dérive, vous l'avez dit, préoccupante, délirante, inquiétante. Est-ce que pour vous, c'est un peu le spectre de l'anti-wokisme à l'américaine qui plane, qui tout d'un coup... Galop arrive ici, ou il est déjà là, remarque. Mais je sais même pas de ce que c'est wokisme ou anti-wokisme, parce que là, on est complètement... c'est très bizarre que ces débats fassent irruption à propos de ce livre-là pour les CM2. C'est un livre où il n'y a pas les thèmes qui, d'habitude, soulèvent des polémiques à travers la France, entre la gauche, la droite, etc. Il n'y a pas du tout ces thèmes-là. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de questions raciales, de questions religieuses, autant de choses qui en général sont très explosives et polarisent les gens. Là, il n'y a pas du tout ça. Il y a juste la nullité d'un certain nombre de gens qui ont fait n'importe quoi dans un processus qui était pourtant bien huilé, qui était vertueux, qui était porteur des valeurs républicaines. Et donc, c'est ni wokisme, ni pas wokisme.
quoi que ça veuille dire de toute façon, on parle de complètement autre chose. Et c'est ça qui est bien quand même. Je suis hyper content que le bouquin sorte malgré tout, avec un tirage divisé par 4000, qui est un trou d'air assez inédit dans le monde de l'édition. Mais il peut y avoir, vous savez, de nouveaux tirages, compte tenu du succès qu'on vous souhaite. J'espère, parce que plein de gens ont été quand même curieux de voir ce livre et en disant mais on marche sur la tête. Et ce qui est drôle, c'est que aussi bien, je dirais, des gens qui sont de la gauche radicale que des gens qui sont de la droite républicaine ont dit mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on délire complètement avec cette histoire. Laissez-nous vivre et lire et rire ensemble, parce que précisément c'est l'objet de ça. Rire, dénoncer et puis favoriser l'esprit critique, enfin le développer en tout cas. Voilà, et puis cesser de polariser artificiellement une espèce de société qu'on n'a pas besoin. Il y a une espèce de magie de cette espèce de sortie de l'enfance, la fin de l'école primaire, avant d'entrer au collège. C'est ce moment-là qu'on essaie d'accompagner avec ce bouquin. Cette magie-là, elle n'a pas besoin de cette dégueulasserie-là. On a juste besoin de ce rire et de cette profondeur et de cette beauté issue des siècles passés, de cet héritage-là. Il est génial, en fait. Moi, je l'ai découvert, le texte, et j'ai envie que tout le monde le lise. Bah bien sûr, nous aussi, évidemment, on a envie que tout le monde le lise. Donc c'est une couverture jaune. Tu peux la remettre, Laura, s'il te plaît, qui est en régie. Voilà, La Belle et la Bête que vous voyez paraître ici. Les éditions, c'est les éditions de la RMN, Réunion des musées nationaux. C'est pas un très gros éditeur, et donc pour lui, c'était encore plus un choc. Il n'a pas l'habitude de bagarre comme ça. Bah écoutez, il aura une communication énorme, en tout cas. Voilà. Autre livre qu'il faut s'empresser d'acheter, 30 millions d'orgasmes, j'en ai parlé au début de notre échange. Juste un tout petit mot, parce qu'évidemment, le temps compte, et vous le savez. J'ai parcouru déjà la couve, elle est absolument fantastique. Livre que vous avez donc proposé, produit avec Mine qui a écrit donc les textes, le livre que les animaux ont voulu interdire. Pourquoi cette idée de bouquin? C'est un livre un peu hybride, comme j'aime bien faire. Je l'ai fait avec la philosophie, avec Charles Pépin qui écrivait des essais de philo, et puis moi je faisais des dessins rigolos. Et là en fait ce sont des articles très sérieux sur la vie sexuelle des animaux. Alors il y a les dauphins, il y a les girafes, il y a les punaises de lit, il y a les chats, les chiens, les porcs-épics. C'est assez intéressant en fait, et c'est très rigolo. Et donc moi il m'a été donné de faire des illustrations marrantes sur ces thèmes. Donc à la fois on apprend des choses très sérieuses et on hallucine sur l'ingéniosité du vivant pour se reproduire, se séduire, procréer. Tout ça, c'est assez fou. Moi, j'ai appris trop de choses avec ce bouquin. À la fameuse phrase, pardon de vous couper, mais on dit on n'est pas des animaux, en fait. Les animaux ont un cœur aussi. Il y en a certains qui sont romantiques. Il y en a qui sont romantiques et il y en a qui sont hardcore aussi. Ça ressemble un peu aux humains, finalement, mais en plus intense. Voilà. On s'est dit qu'on allait faire une opération, un livre acheté, un orgasme offert. Donc, mais, écoutez, moi, je ne l'ai pas acheté, mais si je pouvais avoir l'orgasme avec, je vous remercie. Vous l'aurez en service de presse, c'est les journalistes, c'est comme ça. Sur cette couverture absolument géniale. Ce dessin que j'adore, ce cœur avec ces animaux. Alors là, on ne le voit pas très bien, forcément. Et Romain, si tu peux faire, Romain Luc, le réalisateur, un méga, s'il te plaît, zoom. Voilà, c'est un accouplement géant et vous pouvez choisir si vous êtes la tortue, le poulet ou l'orang-outan. Écoutez, je vais peut-être la choisir de la poulette, ça me va bien, moi. Tiens, je ne sais pas ce qu'elle a comme idée de l'orgasme, mais disons que c'est un peu dur, les oiseaux. C'est un peu dur. On préfère à la girafe. Merci, en tout cas, Jules, d'être venu sur le plateau nous parler à la fois de donc, ce livre qui va sortir, et on est bien content, de La Belle et la Bête que vous avez donc illustré, ainsi que de 30 millions d'orgasmes parus chez Robert Laffont, La vie sexuelle des animaux. Merci à vous, Jules. Merci. On va marquer une courte pause en Grand JT, on se retrouve. De retour dans le Grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Dora Formica. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes autrice notamment de Certifié humain, paru aux éditions Helvétique. Merci d'être avec nous dans le Grand JT. Évidemment, le titre est évocateur, vous vous en doutez. Il pose cette question justement de notre humanité versus cette machine, en tout cas, ou l'IA dont on parle tant aujourd'hui. C'est bien ce que vous vouliez, en tout cas, dénoncer, voire en tout cas interpeller au départ avec ce titre.
Oui, exactement. Moi, je suis dessinatrice de métier, indépendante. Et puis, le jour où j'ai appris qu'un écrivain allait avoir la couverture de son prochain roman jeunesse généré par une intelligence artificielle générative, ça a été un gros choc, notamment parce que ça touchait à toute la créativité humaine. Ça touchait aussi à mon travail et à celui de tous mes collègues créateurs et créatrices au sens large. Et puis, du coup, je suis partie enquêter auprès de mes pairs pour savoir comment elles se sentaient vis-à-vis de l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est à la fois effectivement un essai, un manifeste, un récit personnel aussi, certifié humain. Comment vous avez réussi à équilibrer par le ton ce magnifique ouvrage ? C'était en fait le fait de le faire sous une forme d'enquête, ça m'a permis de amener des questionnements couche par couche comme un oignon et d'intégrer des récits plus personnels puisque mon père était illustrateur, il est décédé maintenant, il était un illustrateur français qui a fait plus d'1 millier de couvertures de livres et pour moi c'était aussi amener une profondeur au récit en amenant ce papa illustrateur, en amenant cet héritage artistique et quand on parle de perdre son travail à cause de l'intelligence artificielle, c'est aussi, dans mon cas aussi, perdre tout un héritage familial qui est très profond en fait. C'est la première question que vous êtes posée forcément et j'imagine que tous vos collègues illustrateurs aussi. Est-ce que du coup le cheminement avec l'écriture de cet ouvrage et aussi les rencontres a beaucoup évolué sur ce point ? Oui, alors au début, je suis dans un état de choc, de sidération. Et puis, plus je rencontre mes pairs, plus j'essaie d'amener des compréhensions. Et puis aussi, j'ai des retours avec des dessinateurs, par exemple, qui l'utilisent, qui m'expliquent comment il et elle l'utilisent. Le rapport aussi au corps, au fait de dessiner à la main. Donc, ça s'articule assez bien. Et puis en fait, la bande dessinée ma bande dessinée amène plus que des réponses, elle amène un questionnement, une prise de conscience. Et puis, c'est ça aussi que j'aimerais amener. On est sur une chaîne qui s'adresse à des enseignants et des enseignantes. C'est aussi d'amener un sujet de réflexion, un support à la réflexion par rapport à l'intelligence artificielle. Il faut résister à l'IA ou il faut justement apprendre à travailler avec ? Ah, ça c'est une bonne question et je ne vais pas vous répondre directement, je pense. Je pense qu'il faut l'utiliser avec intelligence humaine. Et moi, je mettrais vraiment en garde par rapport aux ressources naturelles. On est dans une période où on est en pleine bientôt on est en canicule, on le voit bien, réchauffement climatique et l'intelligence artificielle, c'est un énorme problème qu'on sous-estime. Et du coup, l'utiliser avec parcimonie pour des choses vraiment utiles, oui. Après, l'utiliser à tort et à travers, je suis pas dans les proactifs à ce niveau-là, dans les pour à ce niveau-là. L'art est fait pour ça aussi, pour parler, pour dénoncer, pour créer l'échange. Vous parlez d'une école très normée, très normative, de technocratisation aussi un peu, et de cet effet de performance qui est recherché en permanence. Est-ce que justement c'est la crainte que vous avez avec l'arrivée de l'IA ? Oui, alors moi je parlerai toujours de l'IA générative en lien avec les créateurs et les créatrices parce que c'est le domaine que je maîtrise le plus. Mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment on vient toucher à une sensibilité au monde que les dessinateurs, dessinatrices peuvent amener et les créateurs et créatrices au sens large. Et puis c'est ça qui est très important. On est dans une société d'images, on crée beaucoup d'images, on crée beaucoup de contenu. Les jeunes sur leur réseau, elles voient énormément d'images et ça banalise en fait le processus créatif qui se cache derrière une image. Et quand on me dit que l'intelligence artificielle va faire gagner du temps, eh ben moi j'ai envie de prendre le temps et c'est ça que j'ai envie de montrer aussi, qu'on n'est pas toujours dans une recherche d'accélération, mais plutôt du processus créatif. Ah oui, il y a le processus créatif, effectivement. Mais alors, certains des artistes que vous avez rencontrés voient l'IA comme un outil pouvant libérer du temps justement pour cette création. Donc, en fait, pour libérer encore davantage la créativité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si l'IA sert à ça, tant mieux. Il y avait une fameuse phrase qui disait « si l'IA fait ma vaisselle à ma place, je vive l'IA ». Moi, dans mon cas, je la verrais comme un outil. Si c'est par exemple pour faire des demandes de soutien, il faut faire des dossiers. C'est un petit peu un travail un petit peu fastidieux. Alors pourquoi pas ?
si c'est pour libérer du temps de création, pourquoi pas. Après, il existe aussi des artistes qui utilisent l'IA en tant que tel, comme un moyen un médium artistique. Voilà, après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quelle éthique il y a derrière. Moi, je parle aussi des gens qui vont demander à des illustrateurs et des illustratrices de faire des illustrations, des clients. Est-ce qu'il y aura toujours l'éthique du client derrière, de se tourner plutôt vers un humain qui va faire des dessins plutôt que de répondre aux sirènes du gain économique et de demander à une IA de générer un dessin à la place d'un humain? Est-ce que l'art, du coup, pourra survivre à ça? Est-ce que pour vous, l'art n'est que finalement humain, ou est-ce qu'il peut devenir justement uniquement artificiel? Moi, j'ai envie de dire que l'art survivra à l'intelligence artificielle, parce que c'est ce que je dis dans ma BD, c'est un élan de vie, c'est une vision du monde que finalement l'IA va toujours fonctionner en circuit fermé, donc on a vraiment quelque chose à amener beaucoup plus fort, beaucoup plus sensible. Est-ce qu'on pourra toujours vivre de notre art? Est-ce qu'on pourra toujours vivre de nos mandats d'illustration? Ça, c'est une question que je me pose et que je ne sais pas si dans le futur, on sera encore rémunéré pour faire de l'art. Vos parents, vous parlez de votre papa, qui était également illustrateur comme vous. Comment il abordait l'école et l'éducation lorsque vous étiez plus jeune? Avait-il ce même regard avec l'ordinateur qui a débarqué aussi et tout le système numérique? Ah, c'est intéressant que vous me posiez la question, on ne me l'a jamais posée. C'est intéressant parce que ça me fait parler de la manière dont il m'a transmis le dessin. Et en fait, moi, j'ai appris à dessiner, je n'ai pas fait d'école. Je ne suis pas allée en école d'art, j'ai appris par compagnonnage. Et moi, je suis sûre que le modèle, l'adulte étant un modèle pour l'enfant, est le plus important, au-delà même des matières enseignées. Et je pense aussi que d'avoir vu un papa dessiner et de l'avoir vu même de manière inconsciente a fait aussi de moi la dessinatrice que je suis. Et en fait, dans la vie en général, c'est-à-dire que de voir un parent cuisiner va faire que l'enfant va peut-être apprendre à cuisiner inconsciemment, de voir un prof qui n'est pas tout le temps devant son ordinateur ou devant sa tablette, mais qui est en train de lire un bouquin ou de s'enthousiasmer pour des matières. À mon avis, la force du modèle, elle est très très importante et elle est très puissante. Pourquoi ce choix du compagnonnage plutôt que l'école? C'était un désir que vous ressentiez, que vous aviez vraiment en vous, ou c'est plutôt un choix parental justement? C'était plus un choix de la vie, c'est-à-dire que moi j'avais déjà fait des études, d'ailleurs école pédagogique, j'ai aussi un diplôme d'enseignante, et j'avais besoin d'aller voir ce que faisait mon père, d'apprendre, d'avoir le plus de compétences possibles en dessin, et en fait il se trouvait que j'avais un âge où j'avais pas envie de me relancer dans des études de 5 ans en école d'art, et que j'avais sous la main le parfait prof vers qui me tourner, quoi. Alors, il y a plusieurs dessins qui sont formidables dans cet ouvrage, notamment un qui m'a frappé, où cet homme dit ce qui est intéressant avec la machine, c'est que ça pose la question de la main de l'artiste. Et ça m'a beaucoup interpellée. Voilà. Oui, alors c'est Martin Panchaud qui est le Grand Prix Angoulême d'il y a 2 ans, si je m'abuse, qui lui, en fait, a réalisé l'entier de sa BD à l'ordinateur en faisant avec l'aide de vecteurs numériques, en fait. Et lui, quand il va dédicacer en festival, vu qu'il ne dessine pas à la main, il a repris une petite machine qui existait déjà, qui est une machine assez ancienne, qui est un traceur. Et en fait, il met un stylo sur son traceur et il fait faire à la machine sa dédicace à partir de son ordinateur. Et en fait, moi, je suis allée le trouver parce que j'avais besoin d'une voix un peu dissonante aussi dans les gens que j'allais voir, parce que je suis allée voir des dessinateurs et des dessinatrices qui ont tous et toutes des techniques, des savoir-faire en dessin. Et lui amenait cet aspect beaucoup plus technophile, beaucoup plus attiré par tout ce qui est robotisation. Et donc, lui pose cette question, jusqu'où va la main? Et voilà, on peut se poser la question, quand on utilise un stylo manufacturé, on dessine à la main, mais on dessine à travers un outil qui a été aussi manufacturé, quoi.
Oui, finalement, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, c'est que vous n'êtes pas contre, évidemment, les nouvelles technologies. D'autres arts prennent des formes numériques et ça ne pose aucun problème. Mais c'est la question, effectivement, de cette intelligence artificielle qui se pose dans le processus de créativité. C'est bien cela ? Oui, exactement. L'idée, c'est pas de se mettre complètement contre l'intelligence artificielle, c'est juste se poser la question, se dire à quel moment elle est utile, à quel moment on perd une part d'humanité, à quel moment est-ce que l'intelligence artificielle est réellement un progrès, à quel moment on peut se passer des humains pour réaliser des œuvres d'art ou même juste des illustrations dans tout ce qui est image, quoi. Et en fait, moi, je m'inquiète de voir cet engouement pour l'IA dans le milieu de l'illustration parce qu'on voit déjà une baisse des revenus liés à l'IA, le fait qu'on ait moins de travail par rapport à ça. Et puis aussi, malheureusement, des négociations à la baisse de nos tarifs parce qu'on a un concurrent ou une concurrente, je ne sais pas comment, si elle a un pronom, cette IA. Mais voilà, elle permet à des clients et clientes de dire « Ah ben, l'IA le fait gratuitement, est-ce que vous pouvez baisser vos prix ?» Et ça, c'est très problématique. Merci beaucoup Dora Formica, Injonction ou Espoir certifié humain paru aux éditions Helvétique. Merci mille fois à vous d'avoir participé au Grand JT. Merci. Merci. On va tout de suite retrouver Shirley pour sa chronique. On vous propose de terminer la semaine avec une touche de joie, de douceur et de nostalgie. Sans aucun doute, c'est l'une des premières figures de la littérature jeunesse pour les tout petits et on fête son anniversaire cette année. Oh oh tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun, tape dans tes mains, petit ours brun. Que d'émotions, 50 ans pour cet ours iconique né sous la plume et le crayon de deux femmes. Danielle Bourg, pour commencer, illustratrice française originaire de Chaumont et diplômée de l'École des Beaux-Arts de Nancy. C'est elle qui a donné son visage à Petit ours brun. Elle est aujourd'hui âgée de 85 ans et signait encore récemment les dessins du Petit ours. Quant à celle qui écrivait ses histoires, elle s'appelle Claude Lebrun. Elle était professeure de français et autrice de livres pour enfants. Il paraît qu'elle était lassée tout simplement de raconter les énièmes contes classiques à sa progéniture le soir. Alors en 1975, elle a tout simplement proposé au magazine Pomme d'Api, qui appartient aux éditions Bayard Jeunesse, l'histoire d'un ourson qui prend de bonnes résolutions pour son 3e anniversaire, à savoir s'habiller comme un grand, mettre la table et aller au pot. Ce sera la première histoire d'une longue série, une quarantaine, au moins entre 1975 et 1980. Claude Lebrun est décédée il y a 6 ans. Elle avait 90 ans, mais Petit ours brun lui survit, notamment grâce à celle qui a pris son relais, Marie-Claude Aubinet. Et il peut être fier de lui, Petit ours brun, l'adepte du slow life et en pleine communion avec la nature. Rares sont les personnages qui arrivent à marquer à ce point plusieurs générations. Une recette qui marche toujours autant. 3 millions de magazines et 800 000 livres vendus chaque année, nous dit l'AFP. Et le secret de cette longévité, c'est la rédactrice en chef du magazine Pomme d'Api. On écoute qui va nous le livrer. On écoute Gwenaëlle Boulet sur France Info. Il est juste, c'est-à-dire qu'il est vraiment à hauteur d'un enfant de 3 ans. Et donc c'est vraiment, Petit ours brun, c'est le regard d'un enfant de 3 ans, 4 ans sur le monde, avec toutes ses découvertes de joie, de peine, de frustration. Et donc c'est vraiment la justesse de son regard. Et pour ça, la personne qui les écrit, elle va tout le temps sur le terrain depuis X années. On pourrait se dire, allez, on réécrit les mêmes histoires, on y va, mais pas du tout. Quand on fait un épisode sur la cantine, oui. Elle retourne à la cantine avec les petits de maternelle pour voir exactement ce qui se joue, parce que, je sais pas si c'est pour vous, mais moi j'ai pas de souvenir de mes 3 ans. Et on a vite fait de projeter des regards d'adultes sur un enfant de 3 ans. Donc l'idée, c'est vraiment d'être à la hauteur des petits. Alors, est-ce que pour ces 50 ans, les éditions Bayard Jeunesse ont vu les choses en grand? Oui, absolument oui. Un numéro collector est vendu en ce moment en kiosque pour célébrer cet anniversaire. Un livre hommage sortira en octobre, vous le voyez s'afficher à l'écran. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce projet audio réjouissant qui propose d'écouter Petit ours brun dans les 9 langues étrangères les plus parlées en France. Exemple, Petit ours brun en chinois mandarin, c'est parti, c'est collector. Petit ours brun 交了一个新朋友。Petit ours brun 的学校里来了一个新同学，他叫 Isel。
Et il y a aussi le portugais, l'anglais, l'arabe, le turc, le wolof, l'italien, l'espagnol, le roumain, le comorien et l'ukrainien. Un projet qui a été réalisé avec le soutien de la fondation Bayard Agir en partenariat avec l'association Dulala et qui promet donc le multilinguisme pour favoriser l'égalité des chances. Petit ours brun est donc devenu polyglotte à l'assaut non pas seulement des générations mais aussi du monde entier. La façon dont j'ai écrit ce livre est que j'ai commencé les premières scènes dans le sillage de cet événement, donc quand j'avais 17-18 ans. Et je l'ai augmenté et retravaillé sans cesse jusqu'au moment de le montrer à l'éditrice, donc jusqu'à mes 25 ans. Et typiquement, les passages qui concernent les violences sexuelles, comme je les ai travaillés au long des années, j'ai constaté aussi à quel point mon rapport à ces thèmes changeait, à quel point le rapport de la société à ces thèmes changeait. La première fois que j'ai écrit le personnage de Cora, qui a donc subi dans son enfance des violences sexuelles et qui va y être exposé aussi plus tard, c'est que des événements réalistes et même réels, inspirés par des amis à moi qui ont subi ça. Et au moment de l'écrire la première fois, je me disais, je ne sais pas si les gens vont trouver ça crédible, quand bien même c'était vrai. Parce qu'on ne parlait pas de consentement dans les mêmes termes, parce qu'on ne parlait pas, vous mentionnez la culture du viol. Alors j'ai essayé de creuser dans la mémoire, mais j'ai pas l'impression qu'il y a 10 ans, ça s'est joué juste après MeToo, quoi. Bien sûr, et aujourd'hui il y a vraiment, je pense, des chiffres qui sauvent, des études qui sauvent, des néologismes, des concepts qui sauvent. Qui sauvent des filles et des garçons d'ailleurs victimes de l'impression qu'ils sont les seuls. Je sais que moi, par exemple, ces amis que je connais qui ont subi des abus et qui ont inspiré le personnage de Cora, elles avaient l'impression d'être seules avec ce qu'elles avaient vécu, au point qu'elles avaient l'impression de l'avoir causé elles-mêmes. Elles se disaient, voilà, ce n'est pas arrivé aux autres, ça m'est arrivé à moi, c'est donc que c'est de ma faute. Et les réflexions du personnage dans ce livre sont ces réflexions-là. Et je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une forme de libération que connaît le personnage à un moment, c'est d'être exposé en fait à ces pensées-là, voilà, qui la sauvent de l'impression de solitude et donc de culpabilité qu'elle a vis-à-vis de ça. Plus concrètement, pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça pourrait apporter aux jeunes, cette diversité de langue? Déjà, quand on prend conscience de son altérité interne, on a moins de mal à accepter l'altérité externe. Quand un petit Français sait que la France, elle a beau être une république, qu'on ne remet pas en cause, mais elle est composée de multiples cultures, ça évite de s'enfermer dans ce que Amin Malouf a appelé, dans un bouquin, les identités meurtrières. Nous, on n'est pas pour des identités enfermantes, on est pour des identités qui se partagent et qui s'échangent. Et ça nous paraît relever de la formation du citoyen. Je ne sais pas si ma réponse vous paraît un petit peu abstraite, mais bien sûr qu'on ne le proclame pas dans les termes que je viens de donner, qui sont plutôt philosophiques, mais c'est ce qui sous-tend notre travail. Je me permets un exemple personnel. J'ai débuté ma carrière en Lorraine sidérurgique. Eh bien, mes petits Lorrains, je leur avais dit ce qu'étaient les troubadours. Et j'avais construit un échange avec un collège du Sud. Les petits Lorrains étaient venus rencontrer les petits Occitans et ils savaient en Lorraine qu'il y avait une littérature des troubadours. Et moi, parallèlement, je me suis intéressée au francique, qui était leur langue à eux, et langue dont ils n'avaient pas conscience de la richesse qu'elle comportait. Quand on prend conscience de cette diversité, je crois qu'on s'accepte mieux soi-même, et on est tous des poupées gigognes, on est multiples. Moi, je suis du Cantal, je suis occitane, je suis française, je suis européenne, je suis citoyenne du monde, on est tous comme ça. Et dans le monde où l'on vit, où les identités s'affrontent, nous, on a une idée d'échange entre les personnes. Et au niveau de la formation de l'enfant, ça nous paraît fondamental. On voit émerger un phénomène plutôt discret, mais plutôt inquiétant aussi, le shadow AI. Pourquoi cette utilisation clandestine de l'intelligence artificielle en entreprise pose question, et pourquoi d'ailleurs elle est si courante, malgré des risques évidents, vous allez nous l'expliquer, de fuite de données? Eh ben, écoutez, je dirais a priori, dans un premier lieu, l'accessibilité, bien évidemment, de ces outils, puisque si on prend ChatGPT, Gemini ou Llama 2 de Meta, c'est des outils qui sont généralement gratuits. Bien évidemment, vous avez des versions payantes, mais en tout cas, vous avez un premier accès gratuit. C'est très facile d'utilisation. Ouais. Donc forcément, il n'y a pas de frein déjà, on va dire, dans la maîtrise ou dans l'accessibilité. Ensuite, parce que bien évidemment, c'est un gain de temps pour les employés qui le font. On se doute que c'est pas juste pour le plaisir de chatter avec un robot. C'est souvent utilisé pour des tâches répétitives,
dans un environnement où bien évidemment en plus on a un besoin de performance qui augmente, il y a une pression de plus en plus importante dans le secteur du travail. Et en général, il n'existe pas en plus d'alternatives internes pour pouvoir utiliser d'autres solutions que ces chatbots. Et puis, il y a aussi un manque de formation et aussi un manque de politique claire dans les entreprises en général, puisque l'APEC a signalé que à ce jour, on a à peu près la moitié des entreprises en France qui n'ont pas établi de charte justement sur l'utilisation de l'IA en entreprise. L'APEC qui dit aussi effectivement qu'un tiers des salariés français utilisent déjà des IA génératives au travail, souvent d'ailleurs sans en parler à leur hiérarchie, donc de manière, ce qu'on pourrait dire effectivement clandestine. À quel moment l'IA elle devient problématique quelque part dans un cadre professionnel ? Alors déjà, quand on a des données sensibles qui peuvent être potentiellement mises en danger, par exemple quand on copie-colle un contrat, un code ou même peut-être des infos RH dans un chatbot qui est par essence grand public. Mon tout premier rendu de toute première disserte de lettres, je découvre à cette occasion qu'on rend les copies classées par note, qu'on les rend même classées non pas de la plus basse à la plus haute, parce qu'à la limite ça pourrait laisser l'espoir grandir et grandir. Non, on la rend de la plus haute à la plus basse, ce qui fait qu'on a le temps d'entendre les notes descendre. Et cette prof avait dit, j'ai un principe, je ne mets jamais en dessous de 5 sur 20. Et j'avais eu 4. Voilà, bienvenue en Hippocagne. Tout n'est qu'humiliation dans ce système que j'ose à peine qualifier de système pédagogique. Les annotations des enseignants sur les copies, grotesque bavardage inutile, débile, ramassis, tout est vrai. Oui, grotesque, en énorme, sur une copie marquée en rouge que j'avais eue. J'ai un rapport un peu mitigé à ce que j'ai écrit sur la prépa. Vous l'avez écrit quand déjà ? Vous l'avez écrit à l'époque ? Sur le moment. C'était une vengeance sur le coup. C'était à la fois une vengeance et c'était aussi, c'était même pas forcément aussi belliqueux qu'une vengeance. D'ailleurs, c'est pour ça que je tiens pas du tout à citer le nom de la prépa dans laquelle j'étais, ni dans le livre, ni en interview, parce que c'est pas un règlement de compte. Et je pense vraiment que s'il s'agit de mon expérience personnelle, moi j'ai mal vécu mes années là-bas. Autant de leur fait que du mien d'ailleurs. Je pense que je suis allée dans une prépa trop exigeante pour mon niveau. Il y a une erreur de casting. Mais il y a des gens qui ont très bien vécu leurs années là-bas, donc j'ai pas forcément envie de les pointer du doigt. Mais sur le moment, c'est vrai que je vivais ça très mal et qu'une des manières de le digérer, c'était d'arriver à en rire, quoi. De voir ça comme un Full Metal Jacket où j'étais un très mauvais soldat et d'arriver à rire de l'absurde, parce qu'il y a un côté absurde, grotesque sur une copie, c'est absurde. Vous êtes sympa avec le recul, je comprends, par respect pour vos camarades qui ont bien vécu la chose, mais enfin bon, voilà, grotesque, il y a des choses... etc. Il y a des façons d'être... On peut être un enseignant ou une enseignante extrêmement rigoureux, exigeant, sans insulter... Oui, c'est là où je reste ferme sur les prix. Je pense qu'il y a pas mal il y a peut-être de la mauvaise foi dans ce livre, il y a peut-être vraiment quelque chose qui tient de mon expérience personnelle. En revanche, ça j'avoue que j'ai du mal à voir la pédagogie là-dedans. Oui, quoi. On est d'accord. Vous êtes tous les deux auteurs d'une lettre qui commence à faire pas mal parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Eh bien, écoutez, nous avons créé il y a 2 ans et demi environ ce collectif qui s'appelle donc Pour les littératures en langue régionale à l'école. Nous avons mené plusieurs actions dans le cadre de ce collectif et l'actualité brûlante, si j'ose dire, c'est que nous avons obtenu récemment le soutien de M. Amin Malouf, le secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui nous avait, en décembre, passé commande, en quelque sorte, d'un recueil de textes qui serait susceptible d'intégrer dans les programmes scolaires français. Alors, je précise, les programmes scolaires de la matière qu'on appelle le français, puisqu'il s'agira de textes originellement écrits en langue régionale, mais traduits dans la langue française. Donc, nous avons avec la collaboration de nombreux partenaires dans les régions de métropole et dans celles d'outre-mer. Nous avons donc compilé un recueil de 32 textes et qui représente 13 langues, qui représente également donc une bonne partie de cette diversité linguistique et culturelle française. Ce recueil s'appelle Florilang, il est destiné à être publié, et donc voilà où nous en sommes actuellement, en espérant avoir des suites à cette publication.
La télé gratuite s'invite chez le géant du streaming payant et personne ne veut dire combien ça coûte ni qui gagne quoi. Alors, à qui profite vraiment ce mariage de raisons? On va continuer à en parler avec vous, Lisa. Netflix diffusera effectivement à partir de 2026 les programmes du groupe TF1. Ça, c'est une première mondiale. Jamais une autre plateforme avait accueilli les chaînes d'un grand groupe comme TF1. Effectivement, c'est un accord de distribution qui est tout à fait inédit. On n'avait jamais eu effectivement de la part de Netflix l'ouverture de son catalogue à un groupe télé tiers. On passe clairement du coup d'un statut de concurrent, puisque c'était un peu le cas. Bien sûr. Même s'ils n'étaient pas tout à fait sur les mêmes, sur la même marché, ligne, bien évidemment, mais ça crée quand même de la concurrence dans ce monde où l'économie de l'attention est quand même centrale. C'est clair. Donc voilà, ils sont passés désormais associés, voire partenaires. Ça s'explique notamment pour le PDG de Netflix, Greg Peters, par le fait qu'en France, il considère que le public voit Netflix comme le moyen d'accéder à la télévision, et c'est vrai pour beaucoup de monde, je crois. Ce que ça promet aujourd'hui, cet accord, bien évidemment, vous l'avez dit, c'est un accès donc, aux 5 chaînes de TF1, donc TF1, bien évidemment, LCI, TMC, TFX et TF1 Série Film. Ça permet aussi d'accéder à la plateforme TF1+, et puis surtout, ça leur permettra pour Netflix de retransmettre aussi des rencontres sportives. Mais alors ça, j'imagine que ça va complètement changer notre manière aussi de consommer la télévision, et puis de repenser quelque part la frontière entre télévision linéaire et puis une plateforme comme Netflix. Bien sûr, ça repense tout à fait cet historique linéaire entre, avec le streaming. Un programme aujourd'hui pourrait être diffusé aussi bien en direct sur TF1 que binge-watché sur Netflix. Donc effectivement, c'est un véritable bouleversement. C'est aussi un signal fort vis-à-vis du fait que Netflix devient un accès à la télé et pas juste une plateforme de séries. Le roman s'appelle Les Vivants parce que Diane, Cora et les autres découvrent que par une force de résilience impossible à expliquer, écrivez-vous, aucun chagrin ne suffit à arrêter la marche d'une vie. Ça, vous l'écrivez à 17 ans ou vous l'écrivez à 27 ? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je sais plus. C'est une phrase qui vient de la fin du livre. En tout cas, vous êtes sûr que vous l'avez pas écrite maintenant ? Puisque vous vous posez la question, vous avez peut-être eu parce que c'est cet apprentissage absolument dingue que vous faites entre ces 17 ans. Vous commencez, j'ai plus la phrase, Diane commence l'année de ses 17 ans comme une enfant, elle la finira comme une ancêtre. Donc, exactement. Prenez un gros coup de vieux quand même. Et c'est 2 passages pour le même endroit. Ouais, le fameux passage à l'âge adulte, où d'un coup on se réveille, on a l'impression d'avoir changé de braquet. Ouais. Un petit peu. Et cette phrase sur la résilience, elle ne fait pas partie des ajouts les plus récents au livre. Je pense qu'elle fait plutôt partie des premiers jets. Moi, je suis très admirative de ça. Ce constat que je fais. Aucun chagrin, même le plus légitime, même le plus immense, ne suffit à arrêter le monde ou même arrêter une vie. C'est quelque chose qui peut être pris de différentes manières. Ça peut être enrageant, il y a quelque chose d'injuste. On se dit qu'il y a des chagrins, il y a des causes, il y a des drames qui mériteraient de mettre le monde sur pause pour les régler. Ça ne le fait pas. Et on continue. Et on peut aussi voir ça de manière philosophe. Et il y a aussi quelque chose de beau là-dedans. Dans le fait que non, les chagrins adviennent, mais la vie continue. Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie, à la réalisation aujourd'hui, Romain Luc, le son Thibaut Gorille-Lafont, le maquillage Laure Redmond, Emma Ferré, Laura Girard à la rédaction. On se retrouve lundi et d'ici là, très bon week-end. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec